Yesu inyekwanga nyumkopo kakala ni Yesu kutamba byonso bananga bani muntu ni Yesu kenu kengela chintu bwala kakala ni Yesu kutamba byonso bananga bani. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver pour la énième fois dans le cadre de ce magazine Leader et Vision qui reçoit pour vous ce jour Maman Zuzi Wambombo Catherine, qui est une personnalité politique bien connue en République démocratique du Congo et dont la présentation, s'il faut l'étaler à ce stade, nous pouvons prendre beaucoup plus de temps pour y parvenir. Mais pour l'instant, nous nous contentons d'abord de lui dire bonjour et surtout bienvenue dans ce magazine. Merci, bonjour Innocent. Maman Catherine Zuzi Wambombo, l'opinion se pose la question, cela fait beaucoup de temps qu'on ne vous voit plus à la télévision et comme vous le savez, toutes les rumeurs, ça court dans les rues. Est-ce que Maman Catherine Zuzi Wambombo a-t-elle abandonné la politique? Je ne peux pas abandonner la politique parce que je suis politique. Mais vous savez que dans la vie, il faut parfois savoir, comment dirais-je, organiser son temps. Et passer tout le temps à la télévision, ce n'est pas non plus la bonne manière de faire la politique. La politique est également dans la réflexion, la politique est également dans les actes qu'on pose politiquement. Je pense que maintenant, j'ai opté pour organiser mes affaires tout en m'occupant de la politique. Je ne peux pas abandonner la politique. Alors très bien, c'est bien dit. Je pense que ceux qui nous suivent maintenant, ils ont déjà une partie de la réponse par rapport à cette question qui devenait de plus en plus une inquiétude. Alors l'actualité reste dominée notamment par la journée, c'est le mois de mars, la journée est dédiée à la femme. Il y a des éléments au niveau international, on parle des inégalités dans le travail. Mais avant d'y arriver, Maman Catherine Zuzi Wambombo, quelle est votre vision? Parce que notre émission reçoit un leader et un leader politique qui donne une vision sur un ensemble. Alors quelle est la vision que vous avez d'abord de la femme de façon générale? Pour moi, la femme, c'est un être que Dieu a créé, un être que je trouve très complet. Très complet parce que Dieu a donné les dons qu'il a donnés à la femme font que c'est un être qui a la sensibilité et cette sensibilité maternelle la pousse à pouvoir être apte à organiser, à régler certains problèmes politiques. De faire des compromis en politique, c'est qu'on n'est pas politique, on n'est pas un bon politicien. Et quand on voit les nombres de mouvements rebelles qui ont surgi après Sun City, ça donne matière à réflexion. Et ça exige de la part des politiques de faire une réflexion approfondie pour savoir qu'est-ce qui est à la base de la multiplication de tous ces mouvements rebelles. Est-ce que nous sommes dans les bons? Si on était dans les bons, est-ce qu'il n'y a pas peut-être certaines dimensions des problèmes politiques qui n'ont pas été prises en charge, qui n'ont pas été prises en compte, qui font que certains préfèrent recourir? Je ne leur donne pas raison, au contraire, je suis pacifique, mais sans qu'on puisse nécessairement recourir à la violence pour régler ces problèmes. Et ceux qui le font, je pense qu'ils sont dans l'erreur, parce que souvent ce sont les innocents qui meurent. Des femmes et des enfants parfois qui ne font pas la politique. Donc je pense que la violence, c'est la voie suicidaire qu'un homme politique doit utiliser s'il veut vraiment se tuer politiquement, il doit passer par là. Et ce qui est encore plus grave, c'est de voir que les gens qui font ça, la facilité avec laquelle ils demandent qu'on leur accorde l'amnistie. Moi, ça me révolte. Vous tuez, le lendemain, vous demandez qu'on doit vous amnistier, le surlendemain, vous recommencez, le surlendemain, vous demandez qu'on vous accorde l'amnistie. Ça devient comme un jeu d'enfant. Finalement, c'est l'impunité qui fait que ces gens-là continuent à persévérer dans cette voie. Alors, vous rejoignez ceux qui pensent que le problème, c'est que tout cela est entretenu au niveau de vous autres politiques, aussi bien ceux qui sont dans les institutions de décision, mais aussi ceux qui sont des acteurs. Je dois le dire, oui, malheureusement, parce qu'on ne peut pas facilement accorder les amnisties comme ça, parce que ça devient comme... L'amnistie, c'est un acte
qu'on doit, comment dirais-je, qu'on doit poser après avoir beaucoup réfléchi. Et ceux qui bénéficient de l'amnistie doivent aussi prendre l'engagement de ne plus jamais recommencer. Mais si le lendemain on retrouve les mêmes personnes, je suis désolé, on ne peut plus leur accorder l'amnistie. Parce que ça devient comme un jeu d'enfant. Et l'acte même, l'amnistie, risque de perdre son importance. On amnistie aujourd'hui, demain on recommence, on amnistie. Non, on doit pouvoir, ceux qui se comportent comme ça, on doit pouvoir les traduire en justice. Est-ce que ce n'est pas aussi, prenons le cas de la fraction du M23 qui revendique par exemple les accords du 23 mars 2009 et qu'aujourd'hui qui se transforme en mouvement carrément, est-ce que ce n'est pas aussi la faute de ce politique qui finalement qui va ramener ce qu'on puisse écouter, ce sont les termes qu'on utilise au niveau du gouvernement, écouter les revendications des autres et aussi négocier pour ceux qui ont pris les armes pour pouvoir revendiquer toutes ces choses? Non, moi je pense que lorsque les gens ont les revendications, on doit pouvoir les écouter. Lorsqu'on ne donne pas aux gens la possibilité de s'exprimer, de s'expliquer, c'est un tort. Mais parce que vous parlez du M23, les CNDP, le M23, c'est une branche de CNDP. Il y a des gens de CNDP qui sont au Parlement, qui sont à l'Assemblée, qui sont au gouvernement, qui sont, comment dirais-je, qui font partie de la majorité. Je pense que ce sont plus ceux-là qui auraient dû s'investir pour pouvoir raisonner les autres, ceux qui ont voulu prendre les armes pour justifier certaines revendications. Ce sont ceux-là qui auraient dû insister pour que les accords qu'ils avaient signés soient respectés. S'ils s'étaient tus et qu'il y ait les autres qui ont commencé à revendiquer certaines choses qui n'étaient pas appliquées, je pense qu'eux aussi ont une grande part de responsabilité. Dans tous les cas de figure, je ne vois pas ce que la violence résout comme problème. Au contraire, la violence aggrave les problèmes. On tue les innocents, il y a des réfugiés qui sont partout, et les pleurs des femmes, les pleurs des enfants, je pense que c'est quelque chose qui apporte la malchance à un homme. Vous n'avez pas ça aujourd'hui, demain vous allez avoir. Le sang d'un homme, même le sang d'un enfant, crie toujours vengeance. Voilà pourquoi il faut s'abstenir de verser le sang des innocents, parce qu'on a des récriminations, on a des choses qu'on voudrait expliquer. Non, je pense qu'en politique, la voie la plus efficace et la mieux indiquée, c'est le dialogue, régler les problèmes par les moyens pacifiques. Alors, donc, on va comprendre, parce que vous êtes de l'opposition, c'est ce qu'on peut dire, mais on voit quand même certaines personnalités, certains de vos pairs dans l'opposition qui finalement vont rejoindre ces fractions rebelles. Alors, quel est le sentiment que vous avez au niveau de l'opposition, vous qui êtes resté? Non, moi je pense que c'est un tort. Au contraire, il faut essayer de raisonner ceux qui le font pour qu'ils reviennent au bon sentiment. Aller les rejoindre, je ne pense pas que ce soit une meilleure façon d'agir. Moi, je suis contre cette manière de procéder. Et il peut y avoir qu'il y a des gens qui se découragent, qui facilement bousculent dans la violence, mais ceux qui s'aperçoivent et qui savent dire que c'est mauvais, ils doivent utiliser l'arme de persuasion au lieu d'aller les rejoindre pour agrandir le mouvement. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, on va dire que lorsque les gens sont partis à Kampala, c'est pour chercher à ce que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais dans l'entretemps, d'autres types d'activités, d'autres actions ont été menées, notamment le récent accord d'Adicadre pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec cette fois-ci l'engagement de plus de 11 pays, en fait, qui sont des pays frontaliers pratiquement de la République démocratique du Congo. Comment vous entrevoyez toutes ces démarches? Pensez-vous qu'il y en a une qui a été de trop? Parce que finalement, dans ce pays, il y en a eu quand même beaucoup, ces accords. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui aiment toujours critiquer et qui aiment toujours dire non.
Je ne suis pas d'accord avec ceux qui avaient trouvé que aller à Kampala était une mauvaise chose. Au contraire, on a eu raison d'envoyer les personnalités qui étaient parties à Kampala pour aller rencontrer les autres, pour les raisonner. Je vous ai dit que la politique est faite de dialogue. Dialoguer en politique n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Parce que tout le monde n'a pas la même compréhension des choses. Tout le monde n'a pas la même éducation. Et moi, j'ai donné raison à ceux qui étaient partis à Kampala pour démontrer aux autres que nous avons une constitution qui donne les moyens de trouver les solutions à tous les problèmes. Que ce soit par rapport aux revendications des autres qui veulent gérer certains espaces. Mais vous voulez diriger telle province. La Constitution a prévu les élections locales. Lorsque vous passez, vous vous présentez comme député provincial et que vos pairs portent votre choix sur votre candidature comme gouverneur, vous pouvez diriger la province. Mais ne cherchez pas à diriger la province par des moyens qui ne sont pas prévus par la Constitution. Bon, vous voulez diriger le pays, battez-vous au sein d'un parti politique, faites campagne pour, si vous êtes, si vous avez la majorité, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de désigner, vous aurez la possibilité de diriger le pays. Donc, moi, je pense que à Kampala, l'avantage est qu'on a donné aux uns et aux autres la possibilité de s'exprimer. Et vous avez vu que les gens de Kinshasa avaient réussi à balayer, à démontrer aux gens du M23, tout en reconnaissant qu'il y avait certaines de leurs revendications qui n'avaient pas été prises en compte par Kinshasa, mais ils ont quand même réussi à leur démontrer calmement que nous avons une constitution et que c'est à travers la constitution que nous pouvons trouver les règlements à nos problèmes. Ce qui est quand même maintenant un peu drôle, c'est que le M23 étant scindé en deux, maintenant on se demande avec qui on va pouvoir négocier. Ce qui m'a poussé à me poser la question sur les négociations en cours. Maintenant, il négocie avec qui? Bon, qu'est-ce qui dit que ceux qui sont à Kampala, par rapport à ceux qui ne sont pas à Kampala, ça va résoudre quel problème? Ça va résoudre quel problème? Bref, je crois que comme c'était quand même un dialogue qui avait été demandé par le chef d'État de la région dans le cadre de la CIRGL, je crois que c'est uniquement pour la forme que les gens ont continué à parler à Kampala. Mais on nous a aussi dit que d'ici le 15 ça va se terminer, j'espère. Et comme si maintenant ici au niveau interne on arrive à faire le dialogue dont on a parlé, bon, on ne va pas avoir 1000 dialogues. Alors, puisque vous parlez de ce dialogue, ce serait peut-être par là qu'on pourra mettre un terme à cet entretien. Comment vous voyez ce dialogue? Le dialogue, est-ce qu'il va être un dialogue entre Congolais, du genre Sun City? Est-ce que ça va être une concertation? Parce que le terme est aussi utilisé. Concertation pour résoudre quel problème? Est-ce que au niveau du pays lui-même, quels sont les éléments qui commandent soit une concertation ou un dialogue? Bon, je voudrais d'abord donner mon avis sur l'accord de paix qu'on a eu à Addis Abeba. Nous avons suivi, il y avait des gens qui étaient contre, qui estiment que cet accord, c'est une manière de mettre sous la tutelle... D'ailleurs, rester sous la tutelle des Nations Unies. Non. Je pense qu'on ne doit pas toujours prendre tout à mal. Il y a 3 chapitres importants dans cet accord. Il y a eu des recommandations qu'on a faites à notre pays, des choses que nous faisons déjà, mais qui par malheur, ces choses-là ne sont pas respectées. On nous a recommandé de poursuivre la décentralisation. Oui. La décentralisation qu'on n'arrive pas à atteindre parce que la rétrocession ne se fait pas normalement. On avait même parlé de comment dirais-je, d'avoir une caisse de précaution pour les provinces qui n'ont pas suffisamment de moyens. Les moins nantis, bon, ça ne se fait pas. Donc, ça empêche les provinces à se développer assez rapidement comme on aurait voulu.
On nous demande de faire des efforts pour que nous ayons une armée. Mais ça, c'est quelque chose que même les enfants savent que le fait de ne pas avoir une armée républicaine, ça nous met dans une position de faiblesse vis-à-vis des autres voisins. On nous demande de faire la réconciliation. Eh bien, ça, ce n'est pas un secret. Nous avons connu des élections dans notre pays. Il y a eu un chef d'État qui avait été élu avec 42%. Il y a eu 58% qui continuent à bouder. Mais si on nous demande de faire la réconciliation, c'est parce qu'il y avait ce problème-là de légitimité qui s'est posé, qui n'est pas un sujet tabou. Donc, je ne vois pas dans cet accord de paix un problème qu'on a soulevé que nous ne connaissons pas. Il y a eu aussi une dimension qui concerne les pays voisins. On leur demande de ne pas garder chez eux, de ne pas soutenir les rebelles pour déstabiliser un voisin. On leur a demandé de ne pas empêcher les gens qui sont condamnés par le tribunal international d'aller comparaître, de les livrer. On leur a demandé de vivre en bonne intelligence parce qu'un voisin, c'est un frère. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir tout le temps des inimitiés entre nous? Il faut qu'on puisse favoriser les mécanismes de règlement des problèmes par la voie pacifique. Il faut qu'on puisse actionner les mécanismes de règlement des conflits pour qu'il y ait une bonne cohabitation entre voisins. Bref, il y a eu aussi une dimension qui concerne l'opinion internationale, les institutions internationales qui doivent faire tout pour suivre l'application, et c'est pour cela qu'il y a eu on a prévu un comité de suivi qui est constitué de tous les délégués de tous les partis qui sont concernés par le conflit. Bref, moi je pense que c'est un bon accord, mais c'est dans l'application que nous devons être, plus alertes et plus regardants pour qu'il n'y ait pas une dimension qui nous échappe. Est-ce que ça va signifier, comme d'aucuns pensent, qu'il faut peut-être instituer une espèce de commissariat qui serait chargé de... Ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je plaiderais pour ça, parce que ça nécessite un suivi permanent. C'est un accord très important, qui nécessite un suivi permanent. Vous savez, s'opposer à tout. Ça, en tout cas, c'est ceux qui pensent comme ça, c'est une mauvaise manière de concevoir la politique. Vous savez, je prends le cas qui est flagrant, à mon avis, le cas du dialogue. Depuis qu'on a placé l'idée qu'il y aura le dialogue, vous voyez comment les hommes politiques se succèdent sur les plateaux de télévision pour se faire peur mutuellement. Mais en disant certaines choses, on oublie qu'on empêche à la personne qui avait eu l'idée qu'il peut se braquer. Il peut se braquer et dire qui peut convoquer un forum sachant que dans ce forum je vais être déstabilisé. Et je crois qu'il y a eu une mauvaise perception. On a vu les gens défiler par-ci par-là pour aller remettre des mémos. Non. Je crois que chaque composante devait se préparer son cahier de charges pour la matière qui est destinée au forum. L'opposition politique a des choses à dire. Qu'elle prépare son cahier de charges destiné au forum. La société civile aussi a des choses de récrimination vis-à-vis des politiques que nous sommes. Qu'il prépare aussi son cahier de charges destiné au forum. La majorité aussi, qui est confrontée à ce problème de légitimité dont on parle pour le président. Ils peuvent aussi se préparer psychologiquement quelles sont les choses qu'ils peuvent accorder de bonne foi pour créer la détente, pour qu'il y ait une cohésion, pour que, pour que par un accord politique, on puisse arriver à régler certaines questions sans qu'il y ait de casse, sans qu'on ne puisse pas nécessairement déstabiliser les institutions. Parce qu'en voulant déstabiliser les institutions, on va aggraver la crise au lieu de la diminuer. Donc, moi, je pense que tout cela chaque composante devrait bien se préparer psychologiquement pour le forum, qui ne doit pas être un forum où on va se battre, où on va se déstabiliser mutuellement. C'est un forum où on va régler les problèmes qui doivent nous permettre d'avoir une bonne cohésion, qui doivent nous permettre d'avoir une bonne détente, qui doivent régler les problèmes de tous ces conflits, de tous ces milices à répétition, pour que notre pays puisse plus se pencher et plus examiner les problèmes de développement
comme les font d'autres nations. Alors, on a retenu une chose, c'est que le dialogue, vous êtes pour ce dialogue. À l'issue de ce dialogue, on pourrait aboutir à un gouvernement qui serait appelé gouvernement d'union nationale. Si effectivement la majorité se préparait psychologiquement sur certaines questions qui viendraient, elle pourrait par exemple, pour de bonne foi, céder par exemple au gouvernement sans que les institutions ne soient nécessairement déstabilisées. Moi je pense que, mais bien sûr, je vous ai dit que la politique est faite de concessions. Lorsqu'on est confronté à une crise comme la nôtre, psychologiquement, il y a des concessions à faire pour créer une détente. Je peux parler, il y a la libération des prisonniers d'opinion. Ça, c'est une prérogative qui revient au chef de l'État. C'est lui d'abord le garant. S'il peut accorder ça, je crois qu'il va créer la détente. Il y a par exemple, on nous recommande que depuis un certain temps, on a remarqué que on ne laisse pas les gens s'exprimer facilement. Et là, j'ai fait allusion aux différentes marches qui ont été demandées. Et souvent, on refuse aux gens de marcher. Mais la marche fait partie des éléments qui sous-tendent la démocratie. Des éléments, oui. C'est un moyen d'expression aussi. Ce qu'il faut, c'est que les gouvernants puissent, lorsqu'ils sont prévenus à temps, organiser et demander à la police d'encadrer la marche pour éviter qu'il y ait des casses, pour éviter qu'il y ait des fous qui s'interposent pour soit jeter des pierres ou autres. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour créer une détente au plan national, pour que les institutions puissent s'occuper des problèmes de survie des Congolais, les problèmes de développement des Congolais. Donc, on ne peut pas déjà, dès le départ, dire « Ah, on doit avoir ceci ». C'est comme si on veut imposer. Non, c'est une négociation. C'est un moyen de démontrer qu'il y a des gens qui sont frustrés, qui doivent arriver à s'exprimer, donner la possibilité de s'exprimer. Alors, et à la fin des fins, il y aura des accords politiques qui seront opposables à tout le monde et qui peuvent être respectés et qui peuvent apporter une certaine détente politique. Parmi les éléments dont on signale, il y a une indiscrétion, mais également il y a tout ce que tout le monde dit à haute voix sur la place publique. En ce qui concerne le dialogue, tel que vous l'avez cerné, d'aucuns estiment que ce dialogue devait se passer sous la facilitation d'un médiateur international, par exemple, pour question de converger, de sécuriser tout le monde, toutes les parties en fait au dialogue. Mais il y a une discussion qui vient d'arriver aussi, c'est qu'on voudrait que ce dialogue se tienne à Kinshasa et dans le cadre des institutions. Est-ce qu'à ce niveau-là, y aura-t-il pas ce qu'on pourrait qualifier de dichotomie, sinon une opposition qui ne permettrait pas la détente que vous souhaitez en tant que telle? Bon, moi je pense que si on organise les dialogues sous une facilitation étrangère, ce serait une bonne chose parce qu'en ce moment-là, ça mettrait tout le monde à l'aise. On serait devant une personnalité qui est impartiale, qui ne peut pas avoir un penchant pour l'une ou l'autre partie. Je pense que ça peut être une bonne chose, ça peut plutôt faciliter la compréhension des problèmes. Bon, mais comme ce n'est pas encore décidé, tu sais, je ne veux pas, comment dirais-je, m'impliquer dans ce que je refuse, faire trop de spéculation. Je n'aime pas beaucoup spéculer. Voyons voir les choses, comment elles vont arriver. Si on le fait au plan interne sans une médiation extérieure, on l'a déjà fait dans le temps, mais ça prendra beaucoup de temps parce que à moins que les acteurs comprennent que nous sommes dans une situation qui nécessite que chacun mette de l'eau dans son vin pour transcender certaines divergences et arriver à une situation qui puisse permettre le pays de décoller politiquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés et je pense que c'est par le dialogue qu'on peut arriver à transformer ces frustrations en une énergie capable d'aider le pays à aller de l'avant. Alors on va conclure avec vous sur l'ensemble des questions en vous posant une simple question. Comment vous voyez l'avenir de la République démocratique du Congo au regard de tout ce que nous venons de dire? Nous sommes passés de la situation de la femme dans notre pays, mais également
la situation politique de façon générale dans ce pays, en tant que tel, parce que vous êtes leader et vous avez une opinion. Certainement que ceux qui vous suivent maintenant aimeraient comprendre en très peu de mots ce qu'il faut faire, votre vision de ce pays. Bon, pour la femme, je pense que la femme a un grand rôle à jouer dans notre pays. Elle ne doit pas se décourager. Nous avons déjà fait une bonne partie du chemin. Il reste encore beaucoup de choses à faire, comme je disais, parce que la plupart des femmes, il y en a qui sont encore analphabètes. J'encourage les femmes à ne pas se décourager. Chez les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi besoin de faire les efforts pour comprendre ce qu'ils font, et que la femme ne doit pas se considérer comme un être inférieur, comme un être, comment dirais-je, qui doit être psychologiquement se sentir inférieur parce qu'on dit qu'elle n'est pas... Non. Dans ce pays, il y a des femmes qui ont déjà prouvé partout où elles sont passées qu'elles sont capables de faire de grandes choses que les hommes. Elles doivent continuer à être unies, à montrer un bon exemple, à être un élément modérateur dans tout ce que nous faisons, à ne pas utiliser, à ne pas recourir à la violence verbale comme font les hommes, parce que c'est ça qui est à la base de ce que nous regrettons aussi. La violence est souvent due à l'utilisation de certains mots qui blessent, et à ce moment-là, quelqu'un se braque et va vouloir en découdre, même en utilisant les armes. C'est le mois de la femme, je pense que ça ne sera pas l'unique occasion que j'aurai à m'exprimer à ce sujet, mais je pense que nous sommes dans les bons, les femmes, je veux dire, nous sommes dans les bons, parce que toutes les femmes ont compris que l'essor de ces pays, pour que ces pays puissent réussir, il a besoin de l'implication et de l'apport de tout le monde. Par tout le monde, j'entends, par l'homme et par la femme. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir de notre pays, nous avons eu la chance, Dieu nous a tout donné. Nous a donné un pays où nous avons deux climats, nous a donné un pays où tout pousse sans faire un effort, mais nous avons l'impression que les Congolais n'aiment pas beaucoup leur pays. Parce qu'avoir la manière dont la plupart se comportent dans leur manière de diriger le pays, c'est malheureux. Nous devons considérer que pour que ce pays puisse devenir une grande nation, nous devons choisir, nous devons accepter que la démocratie que nous avons choisie comme mode de gouvernance a ses méthodes. À un certain moment, il doit y avoir des gens qui sont dans la majorité qui gouvernent. Mais ils ne doivent pas considérer que la RDC est leur patrimoine personnel. Ils gouvernent dans l'intérêt de tout le monde. Il doit y avoir les gens dans l'opposition, et l'opposition ne doit pas considérer que ceux qui gouvernent font mal. Ils doivent être animés de bonnes dispositions pour faire des critiques constructives qui doivent permettre à ceux qui gouvernent d'accepter leurs propositions. Parce que lorsque les critiques sont accompagnées parfois des injures, lorsque les critiques sont accompagnées parfois des menaces, ça empêche la personne à qui elles sont destinées de les accepter. Donc je pense que si nous mettons tout cela en musique, ça peut nous aider d'avoir un avenir meilleur. Il y a la société civile que j'allais oublier, qui doit faire un effort pour rester neutre. On me dit, il y a une société civile pro-majorité, une société civile pro-opposition. Non. La société civile doit rester l'église au milieu du village. Lorsque les politiques, nous n'arrivons pas à nous entendre, que nous ayons une société civile qui vienne au secours pour nous aider, pour nous raisonner. Mais si déjà il prend position vis-à-vis d'un camp, il a tout faussé. Voilà ce que moi je puisse émettre comme un avis pour l'avenir de ce pays, que nous puissions mettre nos intérêts personnels de côté et qu'on puisse s'investir pour l'intérêt de nos communautés, parce que lorsqu'on gouverne, lorsqu'on dirige, lorsqu'on fait la politique, c'est pour que nos communautés puissent se sentir mieux, puissent vivre mieux, que le pays puisse accéder à un développement meilleur.
Mais quand il nous arrive d'entendre que nous sommes dans des positions à la fin, que nous sommes, que ce soit pour la corruption, que ce soit pour la bonne gouvernance, on nous cite dans les positions qui sont très loin, très éloignées. Lorsqu'on cite certains pays, ça fait mal. Et 50 ans après l'indépendance, je pense que nous sommes suffisamment outillés pour qu'en mettant nos efforts ensemble, que la RDC puisse devenir un pays où il fait beau vivre. Alors, Maman Zouzou Amombo, on va dire merci pour votre disponibilité, parce que ça n'a pas été très facile, vu votre agenda toujours très très chargé, pour que vous vous exprimiez en tant que tel. Personnalité politique, nous l'avons dit, difficile à présenter étant donné toute l'expérience que vous drainez derrière vous. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, non, ça c'est moi qui te remercie, mais il ne faut plus me réquisitionner parce que là c'était une réquisition. Il faudra préparer vos interviews pour me donner le temps de, comment dirais-je, le temps d'organiser mon programme. C'est la journée de la femme, je ne pouvais pas ne pas accepter, mais tu m'as pris un peu de cours. La prochaine fois, je vais refuser. Très bien. Merci beaucoup, Maman, de cette opportunité. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis, donc les téléspectateurs de Global Télévision, mais également des chaînes partenaires avec lesquelles nous travaillons. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de Leader et Vision, votre magazine qui passe sur donc, nos antennes. Bien, et au revoir. Yesu, ninyekwanga nyumkwapo.